Charles-Philippe David, qui, comme à tous les vendredis, est avec nous pour faire la revue de la semaine de l'actualité américaine particulièrement. Charles-Philippe, bonjour. Bonjour à vous, Christian. Bon, on devait en principe commencer d'importantes négociations aujourd'hui entre Téhéran et Washington en Suisse. Ça a été reporté à la dernière minute. Et là, on se pose la question avec tout ce qui arrive, les cessez-le-feu qui se multiplient au Liban, bref, les retards, les difficultés de négociation à se rejoindre. Est-ce que vous croyez que ces négociations vont pouvoir un jour commencer? Je pense que la question se pose parce que c'est mal parti. Oui, c'est mal parti. C'est une question vraiment périlleuse à laquelle répondre. Personne n'a idée exactement quelle direction prendront ces négociations, Christian. Je pense qu'il y a une volonté de part et d'autre d'essayer de trouver un terrain d'accord parce que reprendre la guerre, comme encore une fois Trump le dit parfois, euh, serait invraisemblable et très coûteux. Déjà qu'il faut contenir les ardeurs des participants ou des partis en conflit à ne pas persister à continuer de bombarder, comme par exemple Israël au Liban. Donc, c'est périlleux. Il y a un intérêt pour trouver un terrain commun, mais le problème, c'est qu'on a annoncé un cessez-le-feu vraiment sans s'entendre sur les véritables conditions, les paramètres d'un accord éventuel. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Il y a un fossé clairement qui sépare l'Iran des États-Unis sur beaucoup de questions, le nucléaire notamment, mais pas que. Sur les frais de douane, par exemple, qu'entraînerait peut-être à long terme la réouverture du canal, d'Ormuz, du détroit d'Ormuz. Et puis, il y a les pressions internes, il ne faut pas l'oublier, les pressions internes, à la fois aux États-Unis et en Iran, je pense qu'elles sont importantes pour expliquer pourquoi on navigue à vue dans cette entreprise. Mm. Trump entend bien ses critiques aux États-Unis. Je suis convaincu, quoi, je ne suis pas un spécialiste du régime politique iranien, qu'il y a des gens mécontents en Iran peut-être aussi. Donc, c'est une situation vraiment périlleuse, je le répète. Avez-vous l'impression en ce moment, en tout cas de l'extérieur, c'est un peu ça qu'on ressent, que les États-Unis et l'Iran ne contrôlent pas vraiment 100% de la situation? En ce sens que on l'a Exact. vu encore aujourd'hui, Israël et le Hezbollah peuvent à tout moment faire dérailler ce processus de négociation. Vous avez tout à fait raison, puis je dirais que c'est d'ailleurs le premier facteur d'instabilité dans cette entente de principe, qui en est une plus ou moins, c'est le fait que toutes les attaques, la reprise des combats doivent être suspendues pour au moins 60 Mais jours, de ce qu'on c'était dans le comprend. protocole, Charles, c'était dans le Oui, protocole et on ne le respecte pas du côté israélien. voilà, ce n'est pas le cas. Alors ça peut facilement créer une situation où d'autres escalades, d'autres dérapages soient possibles, et pas que entre de la part d'Israël, mais aussi de la part de l'Iran ou de la part des États-Unis qui vont agir pour leur autodéfense, vont-ils affirmer. Donc, on n'est pas encore au bout de nos surprises, j'en suis convaincu. Bon, alors comment convaincre Israël qui le dit très haut et fort, hein? Netanyahou le disait encore hier, je pense, Ouais. le travail n'est pas fini en Iran. Donc comment convaincre Israël de ne pas bombarder le Hezbollah et vice-versa, tant et aussi longtemps que Israël considère qu'ils ne sont pas partie prenante de ce protocole d'entente avec l'Iran? Christian, vous avez vu comme moi, entendu comme moi, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, hausser le ton de manière extrêmement quand même surprenante, provenant des dirigeants américains, hausser le ton contre Israël. Ça n'arrive quand même pas régulièrement ou très, très, très souvent. Il est vrai déjà que Trump nous a clairement signifié qu'il a sa patience à des limites avec le premier ministre israélien, mais les mots très durs prononcés par J.D. Vance hier, en rappelant à Israël que leur seul allié, en fait, dans le monde maintenant, ce sont les États-Unis, c'était une manière de dire, vous arrêtez, sinon on vous lâche. Mais ça Et semble pas, ça semble pas fonctionner, là. non, non, et ça ne fonctionnera pas, ça je vous l'annonce tout de suite, ça ne fonctionnera pas, j'en suis assez sûr, mais il reste quand même que pour Netanyahou, il y a un prix politique à payer, c'est-à-dire que si les Israéliens se rendent compte que leur premier ministre est mis à dos entièrement les États-Unis, l'administration Trump, il pourrait lui aussi payer le prix à l'élection prévue de l'automne. Et c'est pour ça que je vous dis, les pressions internes maintenant commencent à jouer autant sur l'avenir et le sort
de ce conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran que ce qui se passe à l'extérieur ou que les seules questions stratégiques et militaires. Je pense qu'on est entré dans une nouvelle phase du conflit en réalité. Parce que ce que l'on comprend, c'est que Netanyahou ne peut pas se permettre à la face de son électorat de paraître faible ou contrôlé par les États-Unis. Oui. Et ça, je répète, ça, il y a un coût politique à payer parce qu'il y a des voix discordantes qui commencent aussi à se faire entendre en Israël. Évidemment, du point de vue, je répète, du point de vue israélien, la mission n'est pas terminée. Alors, on a l'impression que le gouvernement israélien, en majorité en tout cas, s'est convaincu, du moins les ultra durs à cuire du cabinet de Netanyahou, qu'il faut en finir avec l'Iran, provoquer la chute du régime et anéantir complètement toutes les capacités militaires iraniennes. Parce que je le rappelle, pendant ce temps-là, que dure depuis quoi maintenant, plus de 110 jours ce conflit, eh bien, l'Iran a reconstitué une partie, pas la totalité, mais une partie de ses capacités militaires, on va dire, conventionnelles. On parle surtout de missiles, de drones, etc. Ça, c'est sûr que ça ne plaît pas à Israël, mais faut-il se surprendre qu'on en soit rendu là? Donc, oui, je répète, je pense que l'été va être très périlleux, puis on n'est pas prêt de retrouver le calme stratégique dans le Golfe Persique, le calme sur le plan énergétique avec, disons, un retour à la normale pour le flux des approvisionnements de pétrole, ni pour le prix du pétrole et de la pompe à essence. Et puis, on n'aura pas encore non plus dans le Golfe Persique des rapports amicaux, on va dire, entre plusieurs pays du Golfe et l'Iran. Ça ne reprendra pas avant longtemps. Et les partis sont très conscients aussi que l'Iran peut à tout moment réutiliser cette arme hyper puissante, j'allais dire presque plus puissante que le nucléaire, mais quand même, c'est-à-dire bloquer une nouvelle fois le détroit d'Ormuz. Et ou même, alors, avant même de se rendre là, c'est maintenant seulement dans moins de 60 jours, ça va vite, de vouloir imposer des frais douaniers, si je peux les appeler comme ça, aux navires qui transportent le pétrole dans ce détroit d'Ormuz, ce qui serait une violation directe, claire, du droit international, et pour lequel d'ailleurs les puissances européennes ou les pays comme la France et la Grande-Bretagne s'objectent de manière véhémente en disant on peut pas aller là. Et l'Iran joue habilement sa carte parce qu'ils disent on peut s'entendre par exemple avec l'Oman qui est de l'autre côté du détroit pour ensemble faire une sorte là, de poste de douane pour tous ces navires. Ce que ne veulent pas les Américains. Ce que ne veut absolument pas l'administration Trump, qui par ailleurs, ça c'est un paradoxe aussi, exige que 300 milliards de dollars soient rendus disponibles pour la reconstruction de l'Iran. Mais que cet argent, parce qu'il y a beaucoup de critiques aux États-Unis, surtout des républicains, qui disent mais enfin, Monsieur le Président, vous êtes en train, comme on dit en anglais, de vendre la boutique. Qu'est-ce qu'on obtient en retour de l'Iran? Vous n'allez quand même pas aller payer 300 milliards de dollars pour agir de manière correcte et pacifique envers nous, et il veut... Mais ça, Charles, on va se laisser là-dessus parce qu'il nous reste plus de temps. Ça, il y a les pays du Golfe qui sont supposés contribuer à ce 300 milliards, et ça, ce n'est pas fait non plus. Ben non, mais c'est ce que je voulais dire. Ces pays-là qui ont été attaqués par l'Iran disent c'est quand même inconcevable qu'on doive payer notre ennemi pour être reconstruit, pour ne pas nous attaquer. Effectivement, à sa face même, ça semble un non-sens. Mais on verra. Dans ce conflit-là, tout est possible. Charles-Philippe David, je rappelle que vous êtes le fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Charles. Ça me fait plaisir. Au plaisir de vous retrouver au mois d'août. Absolument, oui. Au revoir. Merci. Bon, vous avez des questions sur l'actualité américaine internationale. On veut les lire. Écrivez-nous à l'adresse suivante, sur le terrain à commercial radiocanada.ca.